Jusqu'à mes 20 ans, la vie était un putain de gros bordel stressant pour moi. Donc comme beaucoup d'entre nous, je me suis réfugié dans les fêtes, l'alcool, le porno, les relations futiles et éphémères, le sucre, les jeux vidéo, en gros la totale. Et pour me sortir de cette galère, il m'aura fallu quelques années, quelques livres, quelques discussions et beaucoup d'expérience pour que la vie devienne beaucoup plus calme et sereine. Dans cette vidéo, je te dis tout, moi c'est Coco et voici mon parcours. Pour comprendre un petit peu le parcours, on va revenir en septembre, octobre 2020. À ce moment-là, je suis ce gars perdu, classique. Je suis à la fac, dans une filière par défaut, mais surtout par dépit, parce que tous mes autres vœux Parcoursup ont été refusés. C'est une honte. On est en période de Covid, donc les cours sont en visio, et un jour, je décide de quitter le cours. Et je vais sur YouTube. Je vais sur YouTube et je tombe sur cette recommandation, reprogrammer son cerveau en 15 minutes, ou 15 minutes pour reprogrammer son cerveau. Je regarde la vidéo, et effectivement, je crois que ces 15 minutes ont reprogrammé mon cerveau. Pourquoi? Parce que, après cette vidéo, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, hormis sous la contrainte du prof de français. J'ai acheté un livre. J'ai acheté un livre du gars de la vidéo. Ce gars-là, c'est by Steve. Son livre, c'est Karma Sutra. Et le livre m'a secoué. Pourquoi il m'a secoué? Parce que moi, je suis sorti de ce livre avec le fait que il y a le droit de dire non, que j'ai les rênes de ma vie, que je peux faire ce que je veux, que je suis pas obligé d'aller dans le chemin qu'on me propose forcément. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après la lecture de ce livre? J'ai quitté la fac. Je ne l'ai pas dit à ma mère, je ne l'ai pas dit à mon père, je l'ai dit à mon grand frère. Et à ce moment-là, il est dans l'e-commerce, il fait du dropshipping. Et alors, il me donne accès aux formations de Tugan Barra et de Yomi Denzel. Donc deux personnes différentes qui font deux business en ligne différents. Je m'intéresse aux deux et en fait, on peut penser ce qu'on veut de Yomi Denzel, on peut penser tout ce qu'on veut de Tugan Barra, on peut penser ce qu'on veut de l'e-commerce, de business en ligne, etc., les formations, dropshipping et tout. À un moment donné, en fait, quand tu as 19, 20 ans, que tu arrives dans une formation comme ça, c'est comme si on ouvrait, élargissait ta conscience et qu'on te disait que là, il y a encore tout ça qui est possible de faire. Donc, je m'y intéresse, je trouve une niche, un domaine qui me plaît, et je me lance. Et là, la vie a commencé à être plus calme et sereine. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans une sorte d'arc entrepreneurial. Et ça a été beaucoup d'apaisement pour moi. J'avais un cap, j'avais des objectifs, j'avais un rythme dans mes semaines, une dynamique de vie agréable. C'est là que sont les leçons de cette partie, de cette première prise de conscience, de ce premier déclic. C'est que quand j'ai eu accès à ces formations, j'ai été formé premièrement à avoir un objectif, à avoir un projet. Un projet, j'en avais jamais vraiment eu jusqu'à ce moment-là. Et puis après, c'est toute l'organisation qu'il y a autour aussi, tout ce que tu construis, tout ce que tu planifies, tout ce que tu organises autour de ces projets-là qui font que ta vie est plus calme, plus tranquille, plus réfléchie, plus prévisible, on va dire. Et donc si c'est plus prévisible, je me dis que ça fait moins peur. Donc si ça fait moins peur, c'est moins stressant. Si je dois résumer comment j'étais à ce moment-là, c'était génial. J'avais appris à avoir un objectif, à dire non à la voie qu'on me proposait, à me choisir, à choisir ce qui m'inspirait et ce à quoi j'aspirais. J'ai appris à entreprendre, j'ai appris à organiser mes journées, à les planifier, à les structurer, à améliorer mon quotidien. Un premier axe pour apaiser son esprit, ce serait d'avoir un cap, d'avoir un objectif, ne serait-ce que pour le lendemain, pour demain, pour la semaine prochaine, le mois prochain, les 6 mois, l'année, les 5 ans. Et quand tu avances comme ça, jour après jour après jour, tu penses pas à tout ce qui n'est pas possible de faire ou que ton temps est en train de t'échapper et que tu loupes quelque chose. Cette période était vraiment géniale, de 2020 jusqu'à 2022, parce que en 2022, tout a basculé.
On est en 2022, mon projet grandit. J'ai de l'interaction sur les réseaux sociaux, je reçois des messages, j'ai des appels de programmés avec des personnes qui sont intéressées par ce que je propose. Je suis productif, j'ai un rythme qui est super. Franchement, j'ai tout, il manque plus que je signe des clients et que j'en vive et puis après la vie est belle. Sauf que j'ai commencé la restauration. Dans un restaurant qui avait un côté resto et un côté bar d'ambiance. L'arrivée dans ce restaurant, comment je vais décrire ça? Je vais juste utiliser 2 mots. Destruction massive, allez un troisième, rapide, et maintenant une phrase, de tout ce que j'avais bâti. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ça m'a défoncé complet. Pourquoi? Alors pourquoi? Très simple. Restauration avec bar de nuit, c'est quoi? Monde de la nuit, alcool, environnement relativement toxique, des collègues qui aiment bien faire la fête, un rythme qui change. Comment dire que ça a tout chamboulé en ajoutant à ça tout ce qui est le monde de la nuit. Et moi, je me suis laissé embarquer par tout ça parce que je me suis nourri de mon environnement. Et petit à petit, je perdais en productivité, je perdais en intérêt pour mon projet. À côté de ça, je faisais de plus en plus la fête, je mangeais un peu de plus en plus mal. Je recommençais à consommer des réseaux sociaux de fou. Et en gros, tout ce que j'avais construit, c'était sur du sable. La restauration, c'était la vague. En tout cas, le monde de la nuit, c'était la vague. Et là, ça a défoncé mon château de sable, en fait. Ça a défoncé mon château de sable. Et en fait, cette partie-là va être très rapide. La leçon est très simple. C'est qu'on est le fruit de son environnement. Et maintenant, je vais vous lire un passage de Siddhartha d'Hermann Hesse, mon livre préféré, je pense, qui illustre bien ce qui s'est en fait passé pour moi. De même que l'humidité pénètre peu à peu dans le tronc d'un arbre malade, s'y répand partout et le fait pourrir, le monde et l'indolence s'étaient infiltrés dans son âme et l'avaient envahi. Et ben moi, l'humidité, l'humidité du monde de la nuit m'avait pénétré et avait fait pourrir mon tronc. Et le conseil et la leçon de cette partie sont très simples. Une fois que tu as identifié ton environnement toxique, ton environnement pourri, celui qui ne te nourrit pas ou qui te nourrit très mal, et ben la seule chose à faire, c'est de changer d'environnement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis barré. Janvier 2023, on arrive en Australie avec mon meilleur ami. À ce moment-là, on n'a aucun plan sur place, rien du tout. On avait juste vu des vidéos Instagram, YouTube. L'Australie, gagner de l'argent facilement, gagner beaucoup d'argent, etc. Bon. On est jeune, on est perdu, on en a marre de notre petit quotidien en France. On décolle. Je vais récapituler très rapidement ce qui s'est passé au début. On arrive à Perth. On arrive à Perth. On a seulement 3 jours de Airbnb de réservé. Et après ces 3 jours, on n'a aucun plan. Et le matin de notre départ, on a un fermier qui nous répond pour une demande de woofing. Ok, venez, on est à Busselton. On y arrive de nuit. Il y a 2 filles qui nous récupèrent dans 2 voitures différentes parce que là-bas, ils ont souvent des 4x4, donc 2 places, matelas à l'arrière. Et là, c'était le cas. Donc mon pote et moi, déjà, on est séparés. Moi, mon anglais, il est 0 quand j'arrive là-bas. Mon pote, lui, il parle anglais. Ça veut dire que quand on arrive là-bas, je parle avec la fille du patron. Je débite pas un mot et je ne bite pas un mot non plus. À un moment donné, elle me dit Cars, donc elle me parle de voiture. Et moi, je lui parle de Cars, le film d'animation. Quand elle s'en rend compte, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant, mais c'est pas grave. On passe 3 mois dans cette ferme. Et les 3 mois ont été formidables. Mais bref, après ces 3 mois, avec mon pote, on est parti. On voyageait clairement au doigt mouillé. On voit sur Facebook, il y a un plan taf à la montagne, à Moon Beauty. Donc on a traversé d'ouest en est déjà l'Australie en voiture. On a acheté une voiture entre temps. Une berline, hein, pas du tout un 4x4 aménagé. On dormait sur les sièges comme ça, on avait mal au dos, on avait froid, rien de confortable. Et on arrive à Moon Beauty. Le plan pas si ouf, on est 2 grands gars. On nous fait loger dans une caravane où moi ma tête elle touche le plafond. Et en plus bah on dort dans le même lit alors que ça fait déjà 3 mois qu'on dort dans le même lit dans le woofing. Bon, on tient 2 semaines. Après ces 2 semaines, on arrive à Sydney. Et là, Sydney, premier soir, on rencontre des Toulousains. On fait la fête avec eux tous les jours pendant une semaine. Et très vite, je me retrouve avec 40 centimes sur le compte bancaire. Alors, comment j'ai fait? Mais j'avais plus accès à ma carte bancaire française. Pourquoi? Parce que je me suis fait dépouiller dans les rues de Perse. Ça, c'est un truc intéressant à expliquer. Un jour,
On est toujours à Busselton. Donc là, on revient dans l'ouest de l'Australie. On monte à Perth avec mon meilleur ami pour fêter son anniversaire. On fait grosse chouille et tout. Et à un moment donné, on est dans un bar. Je prends une boisson. Et après cette boisson, plus de souvenirs. Et je me réveille par terre, dans les rues de Perth. Je me fais réveiller par un couple d'Australiens. Quand j'ouvre les yeux, donc là je suis allongé par terre, j'ouvre les yeux, je vois mon passeport en face de moi. Je me lève, je sens que je vais bien, mon corps n'a rien. Dans ma poche de pantalon à droite, il y a une entaille nette, hein. Net. J'ai plus de portefeuille. J'ai plus de téléphone. Et là, c'est la merde parce que je sais pas où est-ce que je suis dans la ville, je la connais pas. Avec mon pote, on dormait dans la voiture sur un parking. En plus, dans le portefeuille, j'avais 1000 $ en cash que j'étais censé mettre à la banque, sauf que les banques ce jour-là étaient fermées, j'avais pas calculé le truc. J'avais un nouveau téléphone que je venais d'acheter aussi, donc j'avais perdu beaucoup. J'avais perdu mes papiers français, le permis, carte vitale, carte bancaire française, carte bancaire australienne. Je perds tout ce jour-là. Donc pour en revenir à Sydney, j'ai plus d'argent et j'ai même plus accès à mon argent français. Et heureusement que j'ai pu compter sur mon ami pour m'avancer des semaines d'auberge. Mais là où je veux en venir en fait en arrivant à Sydney et pourquoi Sydney c'est important, c'est qu'à Sydney, j'ai rencontré une fille. Cette fille, quand je l'ai vue, eh ben il n'y a pas eu de coup de foudre. Et quand elle m'a vu, eh ben il n'y a pas eu de coup de foudre non plus. Elle s'est juste assise sur le banc de la table de pique-nique sur laquelle j'étais avec tous les potes. Et puis on a commencé à discuter. Donc la fille, elle m'explique qu'elle fait du tatouage mammaire pour les personnes qui ont le cancer du sein et qu'elle est conteuse. Et je me dis, bon, intéressant comme profil de personne. Donc je pose des questions parce que c'est pas commun. Et donc on commence à discuter, on sympathise. Elle aime bien passer du temps avec moi parce que qualité de ouf que j'ai. Tenez-vous bien tout le monde, j'écoute. Et je pose des questions. Eh ouais. Ça paraît rien, hein, ça paraît rien comme ça, mais c'est tellement rare. Oh là là, putain. Et c'est malheureux que ce soit si rare d'avoir cette capacité à écouter et poser des questions, d'avoir cette capacité à s'intéresser aux gens et pas qu'à vouloir déballer ce que nous on a pour les autres. Et petit à petit, bah, on sympathise. Après le travail, parce qu'entre temps j'ai trouvé un travail, j'avais plus 40 centimes sur le compte et les salaires commençaient à être intéressants et tout. Encore tout crade et tout transpirant de ma journée. Le soir, c'est elle que je voyais. On allait se faire un billard, on allait marcher, mais on avait toujours des discussions intéressantes. Et puis en fait, elle m'a un peu embarqué dans son monde. Elle m'a proposé de nouvelles perspectives. Encore une fois, j'ai eu une nouvelle ouverture de conscience. Elle me parlait de Reiki. Qu'est-ce que c'est le Reiki? Je pourrais même pas le définir, du coup je vais regarder sur internet. C'est une pratique de soins énergétiques. Elle m'introduit ça à un moment donné, un soir où on est tous les deux. Bon, elle me propose de me faire du Reiki. Je dis ok, elle me fait ses trucs avec ses mains et tout là. Et à la fin je lui dis bah j'ai rien senti. Et bref, le temps passe, c'est chouette et un soir de fête, elle rentre dans son auberge parce qu'entre temps elle a changé d'auberge. Et elle m'appelle, elle me dit j'ai un problème, tu peux venir s'il te plaît. Et je sais où est son auberge, elle est pas très loin de la mienne à ce moment-là. Et elle passe par des ruelles sombres en plus. Et donc bah, je me dépêche, je vais la voir et je vois qu'il y a quelqu'un qui la suit. Quand j'arrive à son niveau, je lui dis ça va. Je vois que la personne qui était derrière elle fait demi-tour. Elle me dit bah oui ça va. Pourquoi? Et en fait, elle m'a dit ça pour me tendre un guet-apens sans savoir qu'il y avait réellement quelqu'un qui la suivait et qui ensuite s'est barré à mon arrivée parce qu'elle m'a appelé pour m'attirer dans cette rue et pour me demander est-ce que je peux te faire un bisou? Est-ce que je peux t'embrasser? Parce qu'elle est toute petite et moi je suis grand et si elle avait voulu me prendre ma tête et tout, elle se serait juste accrochée à un arbre, j'en sais rien. Bref, trop mignon comme moment et elle avait pas du tout senti de danger en plus quand elle m'a fait ça. Donc là, c'est un peu l'officialisation de notre relation. Et puis, avec notre groupe de potes, on part en road trip. Quand on arrive à Byron Bay, c'était paradisiaque. C'était clairement paradisiaque comme endroit, mais en fait, c'est juste une putain de prison dorée. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Avec Maïli, à un moment donné, on décide de se séparer du groupe. Donc pour la première fois, je me sépare aussi de mon pote. C'était émouvant comme moment. Ouais, c'est la première fois qu'on se séparait avec mon pote après un an de voyage. Ça me faisait stresser de lui dire. Et je lui demande si... Enfin, je lui dis avec Maïli, on a envie de partir tous les deux. Est-ce que... Enfin, toi, ça va et tout, comment tu le prends? Et il me dit, il me sort une phrase que sa mère lui a dit, c'est
Quand on aime quelqu'un, on le laisse partir, je crois. Je la retrouverai pas, malheureusement. Et le jour où on part, je vois mon ami pleurer. Moi, j'étais très ému, mais par fierté, j'ai contenu mes larmes. Et puis, on est partis en road trip tous les deux avec Miley pendant plusieurs mois. On vivait dans une voiture, un long break, pas du tout un 4x4, encore une fois. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours fait ce choix de ne pas prendre de 4x4. Et vraiment, t'es allongé, mais tu lèves pas la tête, sinon tu te bouffes le plafond de la voiture. Et pendant plusieurs mois, on a vécu avec cette proximité, alors qu'on est quand même des personnes qui avons besoin d'être seules pour se recharger. On a besoin de moments de solitude. Figurez-vous que ça l'a fait et que ça l'a très bien fait. Donc on vit une super relation avec Miley, on est au top. Je développe de vrais sentiments pour la première fois. Elle m'apprend beaucoup de choses sur écouter mes émotions, les exprimer, parce que justement, parfois elle me posait des questions, je répondais mal, j'acceptais pas de m'ouvrir, c'est pas quelque chose qu'on apprend, au contraire même. Et bref, notre relation est superbe, sauf qu'on sait qu'elle a une date butoir, le 7 décembre 2023. Miley a son projet en Bretagne, et moi j'ai pas du tout pour ambition de rentrer en France à ce moment-là. Donc on se dit que on aura vécu la relation à fond et que on va se séparer quoi. Et les au revoir étaient catastrophiques. Ah, ça me fait bizarre, ça me fait presque mal d'y revenir parce que aïe aïe aïe, on était en Airbnb la veille de son départ, on prend le temps le matin de se lever, un peu trop le temps d'ailleurs. On se dit, oh putain, sur la route, on est peut-être un peu juste là. On arrive à l'aéroport, je la dépose à l'arrêt minute. Moi, je vais me garer, je cours pour la rejoindre avant qu'elle parte. Sauf que moi, le stress, ça me donne terriblement envie de chier. Donc, je passe devant en courant pour aller aux toilettes. Je fais mes besoins et ensuite, en revenant, on se retrouve et on se fait un câlin en pleurant. C'est la première fois que je pleurais pour une fille. C'était déchirant parce qu'on pensait vraiment qu'on n'allait jamais se revoir. Moi, je devais rester en Australie pour une durée indéterminée. Je ne savais pas quand est-ce que je rentrais en France. Et elle, elle rentrait en France. On s'est dit au revoir pendant 2 minutes. Elle a dû faire son embarquement, ces trucs-là. Et quand je suis sorti de l'aéroport, j'étais SDF. Heureusement, mon pote avec qui je suis venu en Australie, il venait d'arriver à Sydney. Première chose que je fais, c'est que je vais le voir. J'avais mal au cœur. Ça m'a fait du bien qu'il soit là à ce moment-là. Le timing était vraiment parfait. Il venait d'arriver depuis quelques jours, je crois, à Sydney. On discute, ça me fait du bien, ça fait penser un peu à autre chose. Et il me restait une visite à faire dans la journée. Sinon, je savais vraiment pas où je dormais. Et je vais faire cette visite, et là, bingo. Je trouve le logement qu'il me faut, avec le proprio qu'il me faut, la chambre qu'il me faut, tout, c'est top. Pas très loin de là où je travaille, à ce moment-là, je suis paysagiste. Le taf est rémunéré correctement, je fais des night shifts, du travail de nuit qui est doublement payé, c'est cool, et je me réinscris à la salle de sport, je reprends un rythme, je commence à recréer du contenu sur Instagram, mais pas du tout dans le même but qu'en 2020. Donc là, je répète, on est en 2023, fin d'année 2023. Un nouvel arc commence à ce moment-là. C'est la vie en solo. Mon contrat de paysagiste se termine, ils ont plus besoin de moi. Je me dis, oh, c'est chiant, mais j'ai une nouvelle opportunité qui se débloque. On me propose un chantier dans une autre ville, 40 $ de l'heure, en étant logé. C'est un chantier de démolition avec des mecs avec qui j'avais déjà bossé. Et donc là, j'ai très bien gagné ma vie pendant quelques mois. Le chantier s'est terminé et moi, je m'étais dit que quand ce chantier terminait, je partirais en road trip solo. Dans la foulée, on me repropose un chantier similaire, pareil, logé, très bien payé. Je me suis dit, nick. L'argent, c'est cool, mais l'aventure, ça me parle un peu plus. Dans le podcast Sans Permission, j'avais entendu parler de Tai Lopez, un entrepreneur américain, l'idole de Yumi Denzel. Comme par hasard, j'entends ça dans le podcast et 2 jours après, je vois une annonce Tai Lopez à Sydney. Je me dis, feu, des places à la conférence qui coûtent que dalle, 30 $ avec un autre entrepreneur australien. Je me dis, dingue, ok. Je retourne à Sydney, je vais voir cette conférence, je vois qu'il en organise une deuxième qui coûte plus cher par contre, plus de 1000 $. Je me dis pareil, de toute façon, j'avais gagné de l'argent. Je l'investis dans ce
projet. Là-bas, je rencontre d'autres entrepreneurs, des Norvégiens, des trucs, on discute. Un Néo-Zélandais qui m'a invité à venir chez lui en Nouvelle-Zélande. J'y suis pas allé malheureusement, pas encore du moins. Il y avait une énergie très intéressante. Ces gens m'ont poussé à aller vers mon projet en me disant « T'as un truc, tu dégages une énergie, t'as un certain charisme, t'es beau gosse, fais du contenu en anglais parce que c'est sexy, l'accent français. » Vraiment, les gens m'ont saucé de ouf. Et là-bas, j'ai rencontré un mec, je sais plus comment il s'appelle. Je lui ai parlé de mon road trip, il m'a dit quand tu passes dans tel coin, viens à la maison. J'ai dit ok. Après cette conférence, je pars 1 ou 2 jours après, j'entame mon road trip de Sydney vers Cairns, et c'est proche de la Gold Coast. J'arrive chez le mec, oh là là, la baraque de fou, le gars c'est entrepreneur, je sais plus ce qu'il faisait. Après il a voulu me faire rentrer dans une sorte de Ponzi chelou. Donc là, à ce moment-là, j'ai coupé les ponts, mais au moment où j'étais chez lui, c'était royal. Il me fait loger dans son home cinéma. Chez Royal, toute la soirée, je regarde des films. Il a une piscine, débordement, vue dans les montagnes. C'était magnifique. Et ensuite, je retrace la route jusqu'à Cairns. Quand j'arrive à Cairns, j'ai un problème. J'ai un gros pépin même. J'ai réessayé de bosser, j'ai même passé des tickets pour aller bosser en restauration et tout. Les tickets, c'est des permissions pour travailler. Si tu passes pas de permission pour travailler en restauration ou en construction, bah, tu bosses nulle part. Sauf que j'ai plus envie de bosser. Et là, m'est venue l'envie d'entreprendre à nouveau. Et à ce moment-là, le projet Farsboen arrive. Boum. Qu'est-ce que c'est le Farsboen? Les Australiens ne connaissent pas et les Français ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que c'est une recette typique bretonne. Vous ne l'avez pas deviné, c'est normal, je suis breton. Et le Farsboen, en gros, ça veut dire du phare rapide. C'est la même recette que pâte à crêpes, c'est juste la préparation est différente. Et je me suis dit, bon, bah en Australie, ils kiffent les crêpes. Il y a plein de centres de crêpes, j'ai vu des Libanais faire des crêpes, j'ai vu tout le monde faire des crêpes en Australie. Je me suis dit, bah allez, feu, je vais lancer mon truc. Je m'intéresse, je vois que c'est très compliqué d'obtenir des autorisations pour ensuite en vendre sur le marché. Enfin, c'est compliqué. C'est pas compliqué pour quelqu'un qui a des contacts sur place. C'est compliqué pour moi qui connais personne. Parce qu'il fallait connaître quelqu'un qui était dans la restauration depuis 1 an, au moins 1 an en Australie. Bref, c'était compliqué pour moi. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en Tsum Tsum. J'étais dans un quartier où il y avait plein de maisons. C'est un peu des quartiers pavillonnaires. Je commence à faire beaucoup de Farsboen. Je me suis fait des flyers et j'allais toquer à chaque maison avec ma barquette, avec mon flyer. Hello, est-ce que vous voulez goûter le truc? Tenez mon flyer. Il y avait faute d'orthographe dès la première ligne de mon flyer. Première phrase, c'était Who I am au lieu de Who am I. Donc j'entreprends ça et je me rends compte que le modèle éco et tout ne me fonctionnait pas. J'étais tout seul à devoir faire des quantités astronomiques de bouffe. Ensuite, il fallait que j'aille le distribuer. Il y a quelque chose qui était difficile. Je continue d'écouter le podcast sans permission de Yomi Denzel, Antoine Blanco et Oussama Hamar. Et là, elle fait mal, ça fait un peu mal. Là, je ressens une petite sensation dans le ventre. Il y a un truc qui fait un peu mal. Parce que j'ai mon ancien projet, mon projet de 2020, qui a émergé à nouveau. Je vais le dire maintenant, le projet, ça s'appelait Golden Routine. L'idée, c'était d'aider les gens à optimiser leur temps, leur organisation et tout. Jugez ça comme vous voulez, je l'ai fait. Et ça a émergé à nouveau. En plus de ça, il y avait l'accompagnement d'Antoine Blanco qui était promu dans le podcast Sans Permission. Et bien vendu, je suis rentré dans cet accompagnement. La promesse de l'accompagnement, au bout de 3 mois, vous êtes capable de générer 5 000 €. Naïvement, j'y crois, donc je paye 1 500 € par mois pendant 3 mois. Et à côté de ça, j'ai un loyer, j'ai des courses à payer. Certes, j'avais gagné pas mal d'argent, j'avais un peu de temps devant moi. Donc quand je suis dans l'accompagnement, je suis hypé, je me donne à fond. J'ai à nouveau des calls stratégiques, des gens qui me demandent le prix, des gens que je peux aider, je le sens vraiment, qui sont débordés, que c'est catastrophique leur organisation et que j'ai quelque chose à leur apporter. Mais je ne signe personne, je commence à être à court d'argent et là je suis perdu complet en fait. Je me dis putain, qu'est-ce que je fous? J'ai plus de thunes, je suis en Australie, je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Et un jour j'appelle mon père. Je lui dis bon bah papa, voilà la situation, l'argent c'est chaud, enfin je sais pas quoi faire. Et il m'a dit pourquoi tu rentres pas? Et je me suis dit ah ouais. Ma clientèle cible était en France, ma famille est en France, mes potes sont en France, j'avais tout en France et je n'étais plus en Australie pour les raisons pour lesquelles j'y suis allé. Quand il m'a dit ça, il y a tout qui s'alignait tout était aligné pour que je rentre quoi. Et je me suis dit ah ouais,
Ouais, pourquoi je rentre pas en France, tiens? Pas con. Dans la foulée, je prends mon billet d'avion. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je sais pas si les leçons, conseils sont perceptibles dans cette partie, mais je vais les résumer rapidos. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette année et demie en Australie? La première, peut-être que je vais l'apprendre à quelques-uns, mais l'amour existe. Et oui, l'amour existe. L'amour existe et j'étais le premier à ne pas y croire avant de le rencontrer. Parce que j'avais le cerveau rongé par les réseaux sociaux, tentant à droite à gauche, un tel a trompé un tel, et c'est la catastrophe. Comment tu veux croire aux relations avec tout ça? Et bien moi, sans me poser de questions, me livrant au jeu de la séduction, en me livrant gratos comme ça à quelqu'un, sans mettre de barrière, et bah j'ai découvert quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose qui fait grandir. Donc l'amour existe quand on s'ouvre à lui. Autre chose, écoutez et posez des questions. Si vous avez ces deux capacités-là, vous faites félicitations, vous faites partie du cercle très privé des humains sympas. Des humains sympas avec qui passer du temps. Parce que putain, qu'est-ce que c'est chiant d'être avec quelqu'un qui, de un, ne t'écoute pas, et de deux, qui déblatère tout son blabla sans poser aucune question. Donc si vous avez l'occasion d'apprendre à écouter et poser des questions, développer ses capacités, vous serez tellement plus apprécié par les gens, vous apprendrez mieux à connaître les autres et ça vous fera beaucoup grandir. Promis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Aïe aïe aïe, les erreurs font partie du process. Aïe aïe aïe, mon dépouillement en Australie, mes 40 centimes à Sydney, mon endettement auprès d'Antoine Blanco. J'ai mis longtemps à payer cet accompagnement. Ça fait partie du process. Je pourrais dire que je regrette, mais c'est des leçons, ça fait apprendre, on s'en sert et on avance avec. Et puis, après, l'entourage sain et source de joie. Si on prend en comparaison de 2022, mon expérience en restauration, environnement malsain, environnement toxique, environnement qui fait pourrir le tronc, et là, je me suis vraiment nourri des gens que j'avais autour de moi parce que les gens étaient bienveillants, les gens étaient positifs, ils avaient certes tous leurs problèmes. Vraiment, tous les gens que j'ai rencontrés, en tout cas la grande majorité, je dirais que 99% des gens que j'ai côtoyés en Australie avaient des problèmes perso non traités. La plupart des gens viennent en étant perdus en Australie. C'est mon expérience, hein, c'est ce que j'ai vu et ressenti. Ces personnes-là sont quand même plus légères, je pense, que si elles avaient été dans leur environnement de base en France, là où tous leurs maux ont été créés et vivent, quoi. Environnement sain, source de joie, parce que j'avais Maïli, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup questionné, qui s'est beaucoup intéressé à moi et qui m'a fait beaucoup grandir. J'avais mon pote, Max, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de soutien, et ça a été une épaule sur laquelle s'appuyer quand c'était la mouise. Et puis les personnes que j'ai rencontrées. Et puis de toute façon, c'est très simple. Je reste pas ou je reste peu avec des gens qui prennent l'énergie plutôt que d'en donner. Après, c'est un échange, hein, donner et recevoir, mais il y en a qui prennent seulement, qui te bouffent et qu'ensuite ils s'en vont quand ils ont tout pris. Et maintenant, j'ai envie de dire, partie suivante, le retour. Le retour en France. Ouh loulou. Ça a pas forcément été simple parce que j'ai eu des galères en partant. Le téléphone qui lâche, donc je prends un téléphone à 40$ la veille de mon départ, un téléphone qui bug à mort. Donc en arrivant en France avec un forfait australien et tout, la galère. Et heureusement, j'ai pu appeler mon frère pour qu'il me réserve un Uber quand je suis arrivé à Charles de Gaulle. Lui, il était en Bretagne, il me réserve le Uber de la Bretagne à Paris et tout. Et compliqué. Mais il n'y a que lui qui savait que je rentrais, ma mère ne savait pas, mon père ne savait pas. J'ai pu faire la surprise à tout le monde. C'était chouette comme moment, mais il y a quelque chose qui a changé. C'est qu'en rentrant chez ma mère, donc la maison où j'ai grandi, la maison d'enfance, où avant je me sentais chez moi, là la différence c'est que je me sentais plus chez moi. Ça faisait 1 an et demi que j'étais parti, les choses ont eu le temps de changer, elle a eu le temps d'avoir un autre rythme et tout parce que j'étais plus là, il n'y avait que ma petite sœur. Je suis resté 2 semaines, mais 2 semaines c'était trop. Eux n'avaient pas changé et avaient leur rythme, donc moi je suis rentré, je me suis juste réintroduit dans leur vie. C'est trop bizarre cette sensation quand tu rentres d'un voyage après des années, c'est comme si quand tu te réveilles dans ton lit chez tes parents, c'est comme si, justement, c'était juste un rêve. La veille, t'étais en Australie, aujourd'hui t'es en France dans ton lit d'enfance, tu te dis, est-ce que c'est vraiment passé? Parce que quand tu vas prendre ton petit-déj avec ta mère et tout, qui prend son café normal, qui a ses habitudes, ta sœur qui pareil, a ses habitudes et tout, c'est une sensation
sensation étrange que, à mon avis, la plupart des personnes qui ont voyagé connaissent, mais c'est perturbant. Et donc au bout de 2 semaines, je pars de chez ma mère pour aller chez mon père. Et là, tu as toutes ces questions de bon bah, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? C'est quoi le plan? Puisque moi, je suis revenu sans aucune thune. Je me suis fait plumer. Plumer. J'avais plus d'argent pour m'acheter une caisse. Mes parents habitent excentrés des villes, donc pas d'argent, pas de voiture, pas de plan, rien, c'est chaud. Jusqu'au moment où il commence à introduire une idée en disant « Et si tu avais un appartement à Vannes directement, est-ce que ça t'aiderait à trouver du travail ?» J'ai dit « Bah oui. » Et là, la belle-mère me dit parce que j'ai une amie qui habite un peu loin, elle n'a pas le temps de s'occuper de la location de son logement, ça fait 6 mois qu'il n'est plus habité, et donc bah, on vous le propose quoi. Je dis « Bah ok, de toute façon il n'y a pas le choix, hein. C'est ça ou c'est rien. » Et donc, je vais vous introduire une personne dont je vous ai parlé en Australie. Maëlie qui avait son projet en Bretagne. Ce que je vous ai pas dit, c'est que tout le long de notre séparation, donc elle est partie le 7 décembre et je suis rentré le 23 ou le 24 juillet, on s'est jamais lâché. On n'a jamais lâché les messages, on s'appelait quasiment tous les jours. On a entretenu cette relation pendant 8 mois à distance alors qu'on se connaissait quand on s'est séparés depuis 5 mois. Et si on me dit vous quand on propose l'appartement, c'est parce qu'on propose l'appartement à Maëlie et moi. Donc avec Maëlie, on commence à retaper l'appart, on enlève la tapisserie, on peint les murs, on met du parquet sur le sol et tout. On se fait kiffer pour avoir des réductions. Enfin, on se fait kiffer, elle kiffe. Moi, je déteste ça. Je déteste les travaux. Et comme ça, on a pu avoir une réduction sur le loyer de 200 €. Donc ça, c'est cool. C'était une étape pour nous, Maëlie et moi, d'emménager ensemble, pour savoir si on pouvait poursuivre ensemble. En septembre 2024, on a emménagé ensemble. Et puis, c'est le retour à la vie normalisée. Le métro, le boulot de dodo. J'ai trouvé le taf le plus proche possible en restauration. Le retour de la restauration, mais la plus sain. Parce qu'il n'y a pas de bar, c'est juste la pure restauration, très cool. Je sais pas c'est quoi la suite dans ma vie. Je suis rentré d'Australie, comme j'en suis arrivé là-bas. Aucun plan, je vis un peu au jour le jour, je travaille pour payer le loyer, je lis des livres, je vis avec Maëlie, on vit super bien, c'est cool. Mais depuis cet emménagement à aujourd'hui, donc de septembre 2024 à quand je tourne cette vidéo, juin 2026, j'ai vécu une élévation, une évolution, une progression, une croissance de mon esprit qui est phénoménale. Je dis pas ça pour me flatter, je dis ça parce que moi-même je suis très surpris de la personne que je suis devenue aujourd'hui. La lecture m'a fait beaucoup grandir. Et je sais même pas où je vais avec ça. Là, je suis un peu en train de me perdre sur cette fin de vidéo. Mais ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, je suis dans l'amour parce que je me suis autorisé à m'ouvrir à celui-ci. Maëlie m'a beaucoup aidé à développer ce côté émotionnel, ce côté féminin que chaque homme porte en lui, comme chaque femme porte un côté masculin en lui. Je suis un être plus équilibré maintenant. J'ai peu d'attentes envers l'avenir. Ce qui doit arriver arrive. Ce qui n'arrive pas, n'arrive pas. Et finalement, j'ai fait toute cette vidéo pour vous dire que, que maintenant, bah, moi, je suis en paix. Moi, c'est Coco. J'ai été balancé mon histoire comme ça. Il y en aura peut-être d'autres, plus cadrées, plus structurées, mieux apportées, mieux storytellées. Et voilà, je vais m'arrêter comme ça. Et je te dis à plus et prends soin de toi.